Bonjour à tous, bienvenue à ma présentation. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous allez apprécier cette petite démonstration et cette petite présentation sur la réadaptation à la maison. Euh, donc, je déclare de ne pas avoir de conflit d'intérêt. Euh, je tiens juste à mentionner tous les conseils que je vais donner. Évidemment, c'est des conseils qui sont assez généraux pour la réadaptation à la maison et tous les exercices et l'activité physique. Évidemment, c'est bien de vérifier avec votre professionnel de la santé avant de participer à un programme de réadaptation ou bien de commencer à faire des exercices qui devraient être plus intenses à la maison pour être certain que vous fassiez ça correctement et sécuritairement. Juste avant qu'on commence, je voudrais un petit peu démystifier là, quelle est la différence entre la physiothérapie respiratoire et la réadaptation respiratoire. Mais la physiothérapie respiratoire, c'est souvent de la spirométrie incitative ou bien même des percussions thoraciques. C'est fait par des physiothérapeutes ou bien des technologues en physiothérapie. C'est plus souvent là, des exercices ou en fait des interventions qui vont être faites en milieu hospitalier. La spirométrie incitative, par exemple, c'est des exercices d'aspiration qui sont faits dans un petit appareil. C'est un tube avec une bille. On aspire, la bille va bouger. En fait, là, c'est vraiment un exercice qui est donné en prévention des complications respiratoires post-opération et post-hospitalisation. C'est pour venir entraîner les muscles du système respiratoire à retravailler. Les percussions thoraciques, pour elles, là, c'est en fait des désencombrements bronchiques. Donc, on vient déloger les sécrétions avec des percussions au niveau de la poitrine. C'est pas tout à fait la même chose, donc, que la réadaptation respiratoire. La réadaptation respiratoire, en fait, ce sont des exercices de renforcement cardiovasculaire ou musculaire. C'est fait par physiothérapeutes, technologues de la physiothérapie également, mais aussi par des kinésiologues. La différence entre les exercices cardiovasculaires et musculaires, c'est que les exercices cardiovasculaires vont venir viser à augmenter la fréquence cardiaque puis la fréquence respiratoire. Le but de tout ça, c'est d'augmenter notre capacité cardio-respiratoire et donc de diminuer votre essoufflement. Ensuite, là, la différence avec les entraînements de renforcement musculaire. Donc, on vient faire un travail musculaire. Donc, on augmente la charge qui est faite sur les muscles. On vient essayer d'augmenter notre force et notre capacité musculaire de cette façon-là. Évidemment, les exercices de renforcement musculaire vont également apporter un certain essoufflement, mais on vient vraiment essayer de faire en sorte que ce soit les muscles qui soient le facteur limitant lors de ces exercices-là. On a plusieurs bienfaits à la réadaptation. Là, en ce moment, là, je vous parle de la réadaptation au sens large, mais ce sont donc les mêmes bienfaits qui sont à la maison que lorsque vous venez faire la réadaptation à domicile, je veux dire en centre ou bien même en format virtuel. Lorsque vous faites des exercices à la maison, on va retrouver justement ces mêmes bienfaits. Le premier, c'est aider à prévenir les infections respiratoires ou bien à diminuer les symptômes de ceux-ci. Et puis ça va justement venir diminuer la durée puis surtout la fréquence des hospitalisations. On sait qu'avec les maladies pulmonaires, là, on va avoir tendance là, à avoir plusieurs surinfections respiratoires puis que ça peut vraiment venir dégrader notre condition physique. Eh bien là, on vient aider en améliorant notre système immunitaire puis en réduisant là, les risques de surinfection. Le deuxième bienfait, ça serait aide à éviter la perte de masse musculaire. La perte de masse musculaire, c'est quelque chose qui est normal avec l'âge. Ça s'appelle un phénomène qui s'appelle la sarcopénie. Mais la perte de masse musculaire, là, elle est accélérée lorsqu'on se met à faire moins d'activité. C'est un peu un cercle vicieux. Hein? On vient donc faire moins d'activité, on a une perte de masse musculaire, puis en fait, les maladies pulmonaires comme la MPOC vont venir prendre plus d'importance sur notre condition physique puis sur notre qualité de vie par la suite. Donc, on vient éviter cette perte de masse musculaire-là, puis on peut même, à certains points, là, la maintenir jusqu'à un certain niveau et même des fois la développer pour certaines personnes. Également, ça aide là, à vraiment garder une bonne santé métabolique. On parle là, de contrôle de la glycémie sanguine pour les gens qui sont diabétiques. On parle également le contrôle là, de notre cholestérol. On parle aussi d'avoir simplement là, une bonne condition physique et une meilleure santé là, au sens large. Également, là, on va favoriser la qualité du sommeil. Évidemment, en faisant de l'exercice, on se fatigue. En se fatiguant, on est plus fatigué, on va aller dormir, puis on va améliorer notre qualité du sommeil. Lorsqu'on améliore notre qualité de sommeil, bien, on va par la suite là, être plus reposé, puis être plus prêt à faire là, de l'activité la journée suivante.
Également, là, on va diminuer l'isolement et le stress relié aux maladies pulmonaires obstructives chroniques. Ce sont des maladies là, qui viennent vraiment nous isoler à la maison. En faisant de la réadaptation, justement, bien, on peut faire de l'activité physique avec des pairs, des gens qui peuvent là, nous aider à sortir de notre isolement. Un point qui est super important également, c'est la familiarisation de vos symptômes lors d'efforts physiques. Justement, on va améliorer notre tolérance à l'effort puis avoir une récupération qui est plus rapide. Non seulement ça, mais on va aussi être plus en confiance face à notre essoufflement parce qu'on sera habitué d'être dans des situations de la sorte. Évidemment, les deux derniers points, c'est un maintien de l'autonomie. C'est toujours ça qu'on vise avec la réadaptation à la maison. Donc, on veut maintenir notre autonomie à la maison, mais surtout, on veut améliorer notre qualité de vie. C'est vraiment ça le but de la réadaptation à la maison. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que je peux faire à la maison? Les deux points qui sont ici, c'est vraiment des points qui sont très simples, mais qui valent leur pesant d'or. L'activité physique, là, en fait, c'est mieux d'en faire un peu que rien du tout. Souvent, on a l'impression que c'est quelque chose là, qui peut nous paraître un objectif très lointain lorsqu'on est très, très, très essoufflé au moindre effort. Mais d'en faire un petit peu, c'est vraiment mieux que rien. Puis vous allez voir là, avec les quelques exemples que je vais vous donner dans la suite de la présentation. Puis vraiment, le but de tout ça, c'est de trouver un point d'entrée qui soit adapté à notre condition physique. Le but, c'est pas de se comparer à d'autres personnes. Il faut faire ça pour soi et faire en sorte qu'on veut trouver ce point d'entrée-là pour ensuite faire des progressions et s'améliorer du mieux qu'on peut. La première chose que je veux vous parler aujourd'hui, en fait, c'est la base de la réadaptation pulmonaire, c'est apprendre à bien respirer. Vous aurez sûrement déjà remarqué lorsque vous avez des épisodes d'essoufflement, mais vous vous sentez là, très essoufflé, vous vous mettez à respirer par la bouche, de petites respirations qui sont peu profondes. La technique de respiration à l'œuf pincé, c'est une technique là, que vous devriez utiliser pour les périodes lorsque vous êtes très essoufflé, lorsque vous faites des activités physiques, puis également lorsque vous essayez de reprendre votre souffle suite à une activité physique. La technique de respiration à l'œuf pincé est très simple. On inspire par le nez, on expire par la bouche, ensuite en pinçant les lèvres. En faisant ça, on va venir justement vider les poumons. C'est Dr Lévesque là, qui parlait justement là, des maladies obstructives, là, donc l'air qui est emprisonné dans les poumons. Mais en faisant cette technique de respiration-là, on vient se concentrer sur expirer l'air qui est emprisonné pour ensuite remplir avec de l'air nouveau dans les poumons. Donc ça, cette technique de respiration-là, je vous dis, c'est très, très important. Il faut le faire souvent. Ça peut paraître contre-intuitif lorsque vous manquez d'air de faire cette technique de respiration-là, mais ça vaut la peine de le faire pour calmer le jeu et reprendre le contrôle sur son essoufflement. Il y a également quelques exercices de respiration que vous pouvez faire à la maison pour vous aider à entraîner les muscles respiratoires qui sont souvent pas trop utilisés lorsqu'on n'est plus habitué de respirer comme il faut. Je vous présente 3 exercices que vous allez pouvoir même essayer à la maison et répéter comme bon vous semble, jusqu'à une hauteur de 10 répétitions de chaque exercice par jour, ce qui est amplement suffisant pour entraîner les muscles respiratoires. La première, c'est la respiration diaphragmatique. Une respiration là, qui peut se faire là, en apposant une main sur la poitrine puis une autre sur le ventre. On va venir là, inspirer par le nez pour gonfler le ventre et puis faire bouger la main qui est apposée sur notre ventre. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et on expire par la bouche avec notre technique de respiration lèvres pincées et le ventre rentre à son tour. Donc, on va répéter ensuite cet exercice-là, environ une dizaine de répétitions, comme je vous disais. Également, il y a la mobilisation thoracique haute. Celle-ci, c'est vraiment le contraire de la respiration diaphragmatique. Donc, avec les mêmes mains qui sont posées aux mêmes endroits, donc une sur la poitrine, une sur le ventre, on va venir inspirer puis gonfler la poitrine à ce moment-là. Et la poitrine se dégonfle là, une fois qu'on expire par la bouche. La troisième, c'est la mobilisation thoracique, puisqu'on va venir poser les mains sur la cage thoracique. Lors de l'inspiration par le nez, vous allez sentir les côtes qui vont s'ouvrir dans vos mains. C'est vraiment là, une rétroaction tactile que vous avez avec vos mains ici. Et ensuite, on expire. Et la cage thoracique là, qui se referme tranquillement. Donc là, ça, comme je vous disais, c'est des exercices que vous pouvez faire à la maison là, très facilement, chaque jour, par vous-même, et puis avoir de bons résultats par la suite. Lorsqu'on fait des exercices, dans le fond, il y a 2 paramètres qui sont très importants. Exercice, oui, en charge d'entraînement, mais aussi pour n'importe quelle activité physique.
il y a 2 paramètres. Donc, le premier, c'est la durée de l'exercice, aussi simple que le temps d'exécution de cet exercice-là. Le deuxième paramètre, c'est l'intensité de l'exercice. Donc, ça, c'est l'effort, la vigorosité là, de l'exercice lorsque vous faites votre exercice. On va regarder comment est-ce qu'on calcule ça environ et avec des outils que vous allez pouvoir utiliser à la maison. Donc, l'échelle de perception de l'effort, ça, c'est un outil qu'on utilise justement pour calculer notre intensité d'exercice. L'échelle de perception d'effort, qui est le Borg modifié, en fait, c'est une échelle qui est subjective là, à votre essoufflement à vous. Donc, ça, il ne faut pas se comparer avec les autres personnes, comme je disais plus tôt. Donc, si, disons, vous marchez avec quelqu'un, vous faites une activité physique avec quelqu'un, même si vous allez à la même vitesse, des fois, selon votre condition physique et votre diagnostic de maladie pulmonaire, l'effet, en fait, là, la sensation d'essoufflement va être différente d'une personne à l'autre. Je vous explique un peu comment ça fonctionne, l'échelle de perception de l'effort. Donc, c'est part de 0 à 10 d'un effort là, qui est rien du tout à maximal. Rien du tout, par exemple, on n'a aucune difficulté avec la respiration, on est assis, on lit un livre, on regarde la télévision, quelque chose du genre. Un effort maximum, en fait maximal, c'est un effort là, qui est vraiment le plus gros effort qu'on puisse faire. Je donne souvent comme exemple, on va prendre une marche en forêt, une meute de loups nous attaque, il faut s'enfuir pour sauver notre peau. Bien, on fait un effort maximal. Comment est-ce que ça évolue nos symptômes là, pendant qu'on augmente notre intensité de travail lors de l'exercice? Si vous regardez bien, là, il y a 3 zones dans l'échelle de perception de l'effort. La zone bleue, c'est une zone là, qui est en fait un essoufflement qui est facile. Pour avoir là, un petit exemple de quoi auraient l'air mes symptômes lorsque vous faites un effort qui est dans cette zone-là, vous devriez être capable d'avoir une discussion avec quelqu'un, parler facilement, sans aucun besoin de reprendre votre souffle. La zone verte, ensuite, c'est une zone là, où est-ce que quand l'intensité de l'exercice augmente un peu, on va avoir là, un petit peu plus de difficulté avec notre souffle, mais on est encore capable de parler. Donc, on est encore capable de faire des phrases complètes, mais par contre, entre chaque phrase, il faut reprendre son souffle parce qu'on commence à le chercher un petit peu plus. Par la suite, la zone rouge, c'est une zone qu'on va essayer d'éviter lorsqu'on fait nos exercices. La zone rouge, c'est une zone qui n'est pas nécessairement dangereuse, mais ce ne sera pas la cible lors de nos exercices. Si vous n'êtes pas capable de faire une phrase complète, que ce soit 2-3 mots à la fois, bien, on sait là, vraiment là, que c'est un exercice qui est un peu trop intense pour nous. 10 sur 10, là, ou 9 sur 10, on n'est plus capable de parler, de dire un mot parce qu'on est trop essoufflé, on cherche trop notre respiration. Donc, comme je vous dis, là, la zone verte, c'est la zone cible pour l'intensité lors des exercices. On va là, essayer là, de viser ça lorsqu'on fait ça. Un bon signe aussi pour savoir là, si on est bien dans notre zone cible pour l'exercice, c'est qu'on est capable de faire notre respiration tout au long de notre exercice. Notre respiration à lèvres pincées devrait être OK pendant qu'on fait l'exercice. Si vous voyez que vous n'êtes plus capable de faire ça, c'est peut-être que vous êtes rendu dans la zone rouge et que vous avez dépassé les limites. Donc là, on a vu justement l'intensité de l'exercice, comment est-ce qu'on fait pour justement se trouver une intensité qui est bonne pour faire de l'exercice à la maison. Donc, on va viser notre zone verte. Et ensuite, on va vouloir essayer de garder cette intensité-là, puis d'augmenter progressivement la durée de l'exercice. Donc, ça peut commencer avec un exercice qui est aussi simple qu'une minute d'effort et tranquillement, pas vite, rajouter un 30 secondes, rajouter un autre 30 secondes, progressivement, pas nécessairement à chaque fois qu'on le fait l'exercice, mais de façon sécuritaire et conservatrice pour tranquillement augmenter la durée puis notre endurance à cette intensité d'exercice-là. Donc, quel type d'activité est-ce que vous pouvez faire à la maison? Il y a plein de sortes d'activités physiques. Il y a plusieurs types d'activités physiques, les activités physiques de loisirs, de déplacement, mais aussi l'exercice. On va regarder plusieurs types d'activités qui peuvent être faits. Il y a même des activités sur place que vous pouvez faire à la maison sans équipement. La marche sur place, des coups de poing, le tai chi, le qigong, le yoga, les yogas sur chaise, ça peut tout être des activités qui peuvent être faites à la maison par vous-même. Sinon, il y a l'activité physique de loisir. Souvent, on peut penser à la danse, jouer au quai, à la pétanque, toutes les activités qui sont plutôt de groupe qui peuvent être utilisées. Également, on a l'activité physique de déplacement.
Donc, pour les gens qui font du transport actif, la marche, le vélo. Prendre le transport en commun peut être considéré comme une activité physique aussi. Il faut se tenir là, en équilibre dans l'autobus. On peut essayer, c'est bon pour travailler son équilibre en plus. Et aussi, il y a l'exercice physique. L'exercice physique, c'est un peu différent de l'activité physique. L'exercice physique, c'est vraiment, en fait, lorsque vous allez essayer d'améliorer une facette de votre condition physique. Celle-là peut être faite dans les centres de réadaptation. Comme je vous dis, là, vous pouvez consulter un professionnel de la santé, voir si la réadaptation pulmonaire serait une bonne idée pour vous. Donc, j'ai quelques petits trucs et astuces pour vous à la maison là, pour essayer de commencer au moins à faire un peu d'activité physique et rester actif. Le premier, c'est le plus important, il faut trouver une activité que vous appréciez. En essayant là, de vous forcer à faire une activité que vous n'aimez pas, c'est pas très compliqué. On ne commence pas cette activité-là, tout simplement. Donc, trouvez quelque chose qui vous allume, quelque chose que vous aimez faire. Ça peut être seul ou entre amis. Donc, comme ça, bien, on peut compter sur des amis pour nous aider à faire cette activité physique-là. Puis si c'est quelque chose qu'on apprécie pour nous-mêmes, bien, même sans personne pour nous motiver ou nous pousser à faire cette activité physique-là, bien, on peut quand même la faire. Également, il y a plusieurs programmes qui sont offerts, souvent avec les CLSC. Il peut y avoir des exercices là, qui sont faits à domicile directement, donc des technologues de la physiothérapie qui peuvent venir à la maison. Il y a même des kinésiologues qui travaillent dans le milieu de la santé publique là, qui peuvent venir là, faire des exercices à la maison. Également, les centres communautaires qui offrent souvent des programmes d'exercice. Il y a même souvent là, des activités physiques qui sont offertes dans les résidences pour personnes âgées. Également, c'est une phrase que j'adore, c'est là, prendre son temps et prendre le temps. Prendre son temps, pourquoi? Parce qu'on veut y aller doucement, faire une progression d'activité qui est lente et sécuritaire. On veut également reconnaître les signes d'essoufflement. Tantôt, je vous parlais là, d'utiliser sa respiration lèvres-pincées pour voir si on dépasse nos limites, mais reconnaître un peu les signes que vous avez lorsque vous faites de l'activité physique. Un essoufflement, une fatigue, une fréquence cardiaque, puis aussi une fréquence respiratoire qui est augmentée. Ce sont tous des signes qui sont normaux lorsque vous faites de l'activité physique. Et plus vous allez en faire, bien, plus vous allez développer une endurance à cette augmentation là, de ces signes-là, mais aussi vous allez savoir que vous êtes correct de vivre un essoufflement ou une fatigue lorsque vous faites de l'exercice physique. Également, on peut prendre des pauses. Hein. Souvent, on a tendance à vouloir se dépêcher pour faire une activité. Puis même une activité, là, ça peut être faire le ménage, passer l'aspirateur, faire notre épicerie. On se dit, bien, on va y aller. Moi, je suis essoufflé, je vais y aller super vite. Comme ça, bien, ça sera fini. Le but, là, c'est d'essayer de faire ça à une limite, là, en fait, dans notre perception d'effort qui va être là, qu'on va être capable de maintenir tout au long. Puis si on n'est pas capable, on prend des pauses tout simplement. C'est pas plus grave que ça. Puis, prendre le temps. Prendre le temps, c'est se réserver des plages horaires pour l'activité physique. Souvent, on dit « Ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça », mais c'est parce qu'on prend pas le temps. Si on se réserve justement une période dans notre journée, dans notre semaine, pour se faire justement une petite séance d'exercice ou d'activité physique, mais en réservant ça dans notre horaire du temps, on s'assure de le faire. Également, rester actif tous les jours, c'est une bonne façon justement de ne pas rester sédentaire et d'augmenter notre capacité physique. Un bon truc pour ça, c'est de morceler l'activité physique en plusieurs petites parties. Une fois 30 minutes d'activité physique, c'est ce qui est recommandé généralement pour les personnes. Ça peut paraître beaucoup pour certaines, mais sachez que une fois 30 minutes d'activité physique, on voit les mêmes bénéfices lorsqu'on morcelle ça. Donc, 3 fois 10 minutes ou 20 minutes ou 6 fois 5 minutes, ça peut être aussi simple que justement faire une marche avant notre repas, après le repas, faire ça 3 fois par jour. De cette façon-là, là, on brise la sédentarité puis le fait de ne pas bouger avec de petites parties d'activité physique. Ça peut être aussi simple que justement nos tâches ménagères, à la place d'essayer de les faire d'un coup, bien, disons la balayeuse, on peut faire une pièce seulement, aller prendre un temps de repos, recommencer par la suite, et ainsi de suite. On a aussi là, une augmentation progressive. C'est un des meilleurs trucs que je peux vous donner. Si vous essayez de faire tout d'un coup et de commencer à vous entraîner en me disant « ben moi, je vais m'entraîner tous les jours », ce n'est pas la meilleure stratégie. Je vous donne quelques petits trucs, justement, que vous pouvez faire là, dans votre vie quotidienne pour augmenter, justement, là, votre activité physique. Si vous allez faire l'épicerie avec votre automobile, bien, vous pourriez vous stationner un peu plus loin dans le stationnement à la place de chercher la place la plus près de la porte.
En se stationnant un peu plus loin, on va marcher un petit peu plus vers notre épicerie. Lorsqu'on y va et lorsqu'on revient, on augmente ainsi notre activité. Le transport actif, si vous l'utilisez, peut-être descendre un arrêt d'autobus plus loin, ça peut être une bonne façon justement d'augmenter notre nombre de pas. Comme je disais, en augmentant notre nombre de pas, bien, on vient justement là, à avoir là, des bénéfices sur la santé. Souvent, là, on entend là, le fameux 10 000 pas par jour qu'on devrait faire. Pour certaines personnes, c'est peut-être irréaliste de penser à ça tout de suite. Mais juste le fait de passer là, de 1000 à 4000 pas, déjà, on voit la majorité des bénéfices sur la santé qui nous arrivent. 1000 pas, c'est environ 5 à 10 minutes de marche, dépendamment de la vitesse à laquelle vous marchez. Donc, si on suit justement les recommandations de morceler l'activité physique, comme je vous disais, 6 fois 5 minutes, mais déjà, on a là, environ un 5 000 à 6 000 pas, puis déjà, on se sort d'une zone de sédentarité qui peut être néfaste pour nous, puis pour la santé à long terme. Donc, on utilise justement là, ces petites tactiques-là pour en faire de plus en plus. Justement, comment on fait pour calculer nos pas? Bien, on peut investir dans l'équipement qui est peu coûteux, dont le podomètre. Le podomètre, c'est un petit appareil là, qui compte les pas. C'est assez peu dispendieux. On peut retrouver ça dans toutes les grandes surfaces, oui, dans les magasins de sport également. Le podomètre, donc, va venir compter le nombre de pas qu'on fait. On l'accroche à la ceinture et puis on le laisse, on l'oublie là pour la journée et on fait nos activités de cette façon-là. Également, il y a des pédaliers qui peuvent se trouver là, pour des sommes pas trop dispendieuses. Ça peut être une bonne idée. On écoute notre émission favorite, on pédale un peu pendant ce temps-là, mais on vient justement casser nos comportements sédentaires, même en écoutant nos programmes préférés. Également, là, ça peut valoir la peine d'investir dans un ensemble d'élastiques d'entraînement. Encore une fois, pour des sommes modiques, on peut trouver là, des ensembles là, de plusieurs élastiques avec différentes résistances pour ensuite pouvoir commencer à faire de l'exercice. On peut se fixer des objectifs, c'est un très bon moyen là, de garder justement notre motivation à court, moyen, long terme. Peut-être que certains d'entre vous auront entendu parler des objectifs SMART. Les objectifs SMART, c'est un outil, c'est une manière de se créer des objectifs. SMART est un acronyme pour un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Je vous invite à chercher un petit peu plus pour voir comment ça fonctionne, mais c'est vraiment un outil qui est très bien pour se fixer des objectifs. Également, une bonne affaire, c'est avoir un plan B. Pourquoi un plan B? C'est parce que si on avait un plan, j'étais censé aller marcher avec un ami, et puis il ne fait pas beau, qu'est-ce que je fais? Bien, ça peut être, disons, de l'exercice à l'intérieur. On peut penser à des centres d'achat, on peut penser à des centres communautaires, des centres de conditionnement physique, où est-ce qu'on peut justement aller dans ces endroits-là. En plus, ces endroits-là ont souvent une température qui est contrôlée, donc on a l'air climatisé. On peut avoir aussi l'humidité qui est contrôlée dans ce genre de place-là. Donc, ça peut vraiment en plus nous aider lorsque l'environnement est plutôt hostile à l'activité physique. Lorsqu'on parle du smog, de l'humidité, de la température, que ce soit froid ou chaud, ou même la pluie, si ça ne tente pas de se faire mouiller. En résumé, en fait, là, si vous devez retenir quelques trucs là, de la réadaptation à domicile, il faut utiliser votre respiration lève-pincée en tout temps. Ça, ce qui veut dire là, que lorsque vous faites une activité physique, lorsque vous sentez que vous êtes essoufflé, on inspire par le nez, on expire par la bouche en répétant plusieurs fois. Également, c'est important là, de vous trouver là, un point d'entrée selon votre capacité. Certaines personnes là, seront là, ce sera peut-être très, très peu d'activité physique leur point d'entrée. Ils vont augmenter tranquillement, pas vite. D'autres personnes, ce sera plus. Il faut juste trouver où est-ce qu'on entre là, dans notre routine, puis à partir de quelle durée ou quelle intensité on va faire notre exercice. Justement, l'intensité, on vise là, toujours là, notre zone verte là, pour l'intensité. Je vous le rappelle, ça, c'est une zone où est-ce qu'on est légèrement essoufflé et qu'on va qu'on va être capable, en fait, là, de faire notre respiration lève-pincée tout au long. On augmente ensuite, avec cette intensité-là, on augmente la durée de l'exercice. Donc, on va suivre une progression qui est sécuritaire et lente et conservatrice. Évidemment, pour être certain qu'on fait ça correctement, il faut demander à votre professionnel de la santé, votre médecin, votre pneumologue, si vous voyez des physiothérapeutes, infirmières, inhalothérapeutes, kinésiologues,
voir justement si vous êtes qualifié pour un genre de programme de réadaptation pulmonaire ou respiratoire à domicile pour être certain là, que vous êtes pris en charge comme il faut. La deuxième partie de ma présentation, c'est en fait là, sur le questionnaire CAT, donc le score CAT. C'est quoi en fait le score CAT? CAT, c'est un acronyme, en fait, c'est le COPD qui est en fait l'acronyme anglophone pour la MPOC, Assessment Test. C'est un questionnaire qui est simple, rapide, qui vient évaluer l'impact de la qualité de vie sur la qualité de vie que la MPOC va avoir sur la vie d'une personne. C'est un outil qui est standardisé, donc c'est un questionnaire qu'on peut donner à des patients pour en fait voir et mesurer les symptômes et leur effet sur votre vie. À l'origine, ça a été développé dans le fond par un groupe d'experts internationaux. Il y a des pneumologues, des chercheurs spécialisés là, qui ont fait justement des recherches là-dessus. Puis, ils ont conçu ça en fait pour combler là, le besoin d'un outil simple et efficace pour l'évaluation des patients qui ont de la MPOC. Ça a vraiment été utilisé là, largement depuis 2010. Puis là, on a une bonne banque de données là, justement pour pouvoir comparer avec tout ça. Fait que pourquoi est-ce qu'on l'utilise, ce test-là, dans le fond? C'est parce que c'est simple, c'est rapide. C'est un questionnaire qui est super simple à remplir pour vous. Ça prend que quelques minutes. Puis également, ça vient améliorer la communication, non seulement entre patients et professionnels, mais aussi entre les différents professionnels. On peut se parler là, des patients avec justement cette standardisation là, avec le test-là. À quoi ça sert, justement? On vient évaluer l'impact de la maladie là, sur votre vie. On vient comprendre justement à quelle mesure là, ça vient avoir un effet sur vous. Puis également, c'est un bon outil pour suivre l'évolution de la maladie parce qu'on peut là, refaire ce test-là plusieurs fois. Donc, on peut même faire ce test-là lorsque avant de commencer là, un programme de réadaptation ou bien après, pour pouvoir voir justement s'il y a une différence ou une amélioration de votre qualité de vie. Donc, dans le test, on a là, 8 questions là, qui couvrent différents et divers aspects de la santé, puis comment est-ce que ça affecte votre vie. On voit l'atout, sa fréquence, son intensité, également la production de mucus. Certaines personnes en ont, certaines personnes n'en ont pas. Est-ce qu'il y a présence ou aussi la quantité de mucus qu'il y a dans les poumons. Également, il va y avoir là, la sensation de pression, d'oppression thoracique, la constriction là, des voies respiratoires. C'est quoi notre sensation par rapport à ça? Ça va également voir l'essoufflement. Est-ce que dans nos activités de la vie quotidienne, on a de la difficulté? Est-ce qu'on est essoufflé et à quel niveau? Après ça, on va voir dans les activités domestiques et sociales, est-ce que ça nous empêche de participer à des choses que l'on aime? Est-ce qu'on a des limitations? On va également voir la confiance de quitter la maison. Est-ce qu'on a un sentiment de sécurité à l'extérieur? Est-ce qu'on se sent en danger lorsqu'on quitte la maison avec là, en fait seul? Ensuite, on va voir justement l'impact de la maladie pulmonaire sur le sommeil, la qualité. Est-ce qu'on est souvent réveillé? Est-ce qu'on dort mal dû à notre maladie pulmonaire? Puis ensuite, ça va finir par l'énergie. Au niveau d'énergie générale, où est-ce qu'on se sent plutôt fatigué? Et puis là, on va là, justement coter ça sur une échelle de 0 à 5 sur chaque élément pour ensuite pouvoir voir quel est l'impact là, de la maladie sur notre qualité de vie. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'écoute que vous m'avez accordée. J'espère que la présentation vous aura plu. Et puis, je vous souhaite là, une bonne fin de journée. Je suis aussi prêt là, à répondre à quelques questions si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup pour la belle présentation. Alors, nous avons quelques questions pour vous. Donc, sachant qu'il est difficile de faire de l'exercice seul à la maison, comment peut-on garder la motivation à rester actif lorsque tout nous rend essoufflés? Avez-vous des astuces pour garder la motivation? Oui, bien c'est ça, c'est une super bonne question parce que c'est vrai qu'à la maison, ça peut être très dur de faire de l'exercice et de garder sa motivation. Comment est-ce qu'on fait pour se motiver pour commencer à faire de l'exercice? J'avais déjà là, un peu glissé quelques mots là-dessus, mais des fois, se trouver quelqu'un de proche, un parent, ami, quelqu'un de la famille pour se motiver. On parle souvent de motivateurs qui sont extrinsèques, donc des motivateurs qui sont là, à l'externe de nous. C'est souvent très bon pour s'aider à commencer là, à faire de l'activité physique. Mais il faut aussi trouver des motivateurs qui sont intrinsèques, donc qui sont propres à nous. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais de l'activité physique? Mais c'est pour ma santé à moi. Donc, on va vraiment plus se concentrer puis
tourner l'attention, non seulement, en fait, pas vers les résultats, mais plutôt vers le processus de l'activité physique pour pouvoir améliorer notre condition de vie, notre capacité physique. Donc, quelques astuces, bien, il y en avait quelques-unes. Là, donc, essayer de se trouver des plans B, se fixer des objectifs. Là, je pense que ça peut être là, des bonnes façons là, de commencer. Puis, ouais, je pense que c'est pas mal ça. C'est bon, allons-y pour une autre question. Comment peut-on trouver des exercices et savoir comment les faire par nous-mêmes? Savez-vous qui offre des programmes de réadaptation à domicile et comment ces personnes peuvent assurer un suivi adéquat et sécuritaire? C'est une très bonne question aussi. Là. Il y a plein d'informations sur Internet de nos jours, puis je pense pas que c'est la meilleure façon d'y aller nécessairement. Surtout que lorsqu'on a des maladies pulmonaires, on veut être pris en charge de façon adéquate et sécuritaire surtout. Donc, pour ça, je recommande toujours de voir justement un professionnel de la santé pour voir si ce programme de réadaptation est adapté pour vous. Également, il peut y avoir là, plusieurs ressources qui sont disponibles, comme je disais, les CLSC, les centres communautaires. Comme ici à l'Association pulmonaire, on offre justement là, un programme à domicile. Puis c'est surtout là, très important d'être pris en charge par un professionnel de la santé pour qu'il puisse faire une évaluation avant de la prise en charge pour voir bien, justement votre condition physique, votre historique médical, puis s'assurer justement que c'est sécuritaire pour faire vos exercices. Donc, ouais, la prise en charge d'un professionnel de la santé, je pense que c'est vraiment la chose à faire pour commencer à faire de l'exercice. Sinon, pour tout ce qui est les marches ou l'activité de la vie quotidienne, mais ça, on peut en faire un peu. Il n'y a rien qui est contre-indiqué pour faire un petit peu d'activité physique puis progresser tranquillement tant qu'on respecte nos limites là, en utilisant les outils comme l'échelle de perception d'effort. Excellent. Merci beaucoup. Encore une fois, merci pour cette belle présentation. Ça fait plaisir.